Chers amis, bonjour, ici Paul-Emmanuel, postdoctorat en biologie pour La Science te parle. Aujourd'hui, on va revenir sur un sujet ô combien polémique et combien d'actualité depuis quelques jours à cause d'une opinion qui est sortie dans PNAS, l'origine du SARS-CoV-2. L'origine du SARS-CoV-2 est-elle humaine, anthropique, ou est-elle due à une zoonose? Cette question se pose, cette question pour certains n'est pas tranchée. Je vous avais fait une vidéo en décembre pour montrer ce que la recherche disait et dit toujours, parce qu'en réalité il n'y a rien qui a évolué. On en est toujours à... La recherche dit toujours que c'est une origine animale, que ce n'est pas l'humain qui construit ça. Je vous ai parlé des méthodes utilisées par les chercheurs qui ont regardé la séquence in silico, par exemple au niveau informatique, les chercheurs qui ont essayé de refaire le SARS-CoV-2 en laboratoire, d'autres chercheurs qui ont analysé des séquences de virus provenant d'animaux, qui avaient fait des prélèvements sur les animaux. On avait trouvé un cousin, ça c'était l'Institut Pasteur, qui avait trouvé un cousin très très proche du SARS-CoV-2 au Cambodge, dans les chauves-souris au Cambodge ou au Laos. Mais aujourd'hui, un économiste américain, Jeffrey D. Sachs, repose la question, et si le SARS-CoV-2 était d'origine humaine? Et si ça fait beaucoup parler, déjà c'est par rapport à la revue PNAS, qui est quand même un bon journal, enfin c'est quelque chose qui est solide. Et le second point, c'est que cet homme-là est connu aux États-Unis au point que certains le considèrent comme un héros. C'est quelqu'un de très influent aux États-Unis. Donc lorsque quelqu'un de très influent pose une question dans un journal qui a lui-même de l'influence, on se dit il faut peut-être la prendre en considération. Moi je suis sceptique sur cet article, partagé sur cet article, interrogatif sur cet article. Pourquoi? Parce qu'il n'apporte rien de plus. Il n'apporte rien de plus. Qu'est-ce qu'il nous dit? Il nous dit nous devons chercher l'origine du SARS-CoV-2, mais pas seulement dans les laboratoires de Chine, de Wuhan, mais aussi dans les laboratoires américains. Et ce qu'il demande en fait au Congrès américain, et il nous le dit, Congrès américain, c'est d'enquêter au niveau de la recherche américaine, de regarder les cahiers de laboratoire, de regarder les bases de données des laboratoires américains, et de regarder les financements de projets, les demandes de grants des laboratoires américains. Il pose des questions auxquelles certaines ont déjà été répondues. Et il nous dit, lui, que certaines ont déjà été répondues. Il nous dit que, par exemple, le NIH, qui est le plus grand financeur, la plus grande institution médicale et biomédicale et biologique aux États-Unis, qui a fondé d'ailleurs PubMed, a répondu déjà à la question en disant qu'ils n'ont jamais financé de recherche là-dessus, sur les gains de fonction, sur les SARS, les virus de type SARS, qu'il n'y a aucun laboratoire américain qui travaille là-dessus, et que donc, pour eux, ça ne peut pas venir des États-Unis, pour peu que ce soit, qu'il y ait une origine anthropique. Mais lui, qu'est-ce qu'il nous dit? Il nous dit, il faut peut-être vérifier leur dire. Bon, on peut être toujours sceptique sur la parole du scientifique, je suis d'accord. Mais là où on peut difficilement être sceptique, c'est sur les papiers qui sont sortis, que je vous ai présentés en décembre, je vous mettrai la vidéo en lien pour ceux qui ne l'ont pas vu, où il y a une méthodologie très stricte et qui démontre l'origine naturelle du virus. Bon. Lui, qu'est-ce qu'il nous dit aussi? Il nous dit, c'est tout de même bizarre que le NIH ait supprimé certaines séquences de virus, en tout cas de vue publique. Et le NIH répond que c'est pour des questions de sécurité, en accord avec les autorités chinoises, puisque les Américains et les Chinois travaillent ensemble, et par exemple pour Wuhan, on sait qu'il y a eu des liens, il en parle d'ailleurs dans cet article. Mais c'est intéressant parce que le Congrès a quand même accès à ces séquences, mais le public, non, n'a pas accès à ces séquences. Mais c'est normal, on parle tout de même de séquences de virus qu'un laboratoire mal intentionné pourrait utiliser pour créer des séquences des virus encore plus transmissibles et mortels pour l'homme, en faire des armes bactériologiques. On a quand même une guerre en ce moment entre la Russie et l'Ukraine. Et s'il en venait à l'idée de Poutine de financer des projets comme ça pour tuer le plus d'Ukrainiens possible, ça serait ingérable. Donc le NIH, c'est pour des questions de sécurité, on peut le comprendre. On ne va pas non plus mettre sur Internet des recettes pour fabriquer des armes qui seraient des armes de destruction massive. Enfin, tout de même, ça paraît évident. Donc je ne comprends pas pourquoi on se pose la question, à dire vraiment. Enfin, bon, il y en a qui se posent la question. C'est pour ça que je vous dis, je suis un peu sceptique, parce que tout de même, il y a des questions là, ça me paraît un peu étrange. Et lui, qu'est-ce qu'il nous dit? Il nous dit que... Alors, le Congrès a déjà interrogé le NIH, puisqu'il nous rapporte une discussion qui a lieu le 11 mai 2022
entre Lawrence Tabak et le Congrès américain, donc où il y a l'explication pourquoi est-ce que les séquences ne sont pas en vue publique. Bon, merci. Mais qu'est-ce qu'il nous dit? Il nous dit un chercheur aurait pu se contaminer, comme c'est le cas à Taïwan, comme ça a été le cas à Taïwan en 2021, en tout cas ça a été reporté en 2021, enfin janvier 2022, donc ça a dû se passer en 2021, où un chercheur taïwanais qui travaillait sur le SARS-CoV-2 s'est contaminé et a contaminé 110 personnes proches de lui, de son institut, famille, etc. Je peux penser et accepter le fait que, lorsqu'on travaille sur le SARS-CoV-2, vu la vitesse à laquelle il fallait travailler, il y a eu moins de sécurité dans les laboratoires P2, P3, P4. Mais avant l'émergence du SARS-CoV-2, comme il n'y a quand même pas une vitesse folle, surtout que tous les papiers, et ça a été montré que les Chinois avaient fait des découvertes qui n'avaient pas été publiées, c'est-à-dire qu'il y a peut-être une course au papier moindre dans ce domaine-là, je ne sais pas, que les sécurités soient quand même renforcées avant qu'il y ait l'émergence de telles pandémies. Parce que là, on parle quand même de quelques millions de morts. On ne parle pas de 2-3 mecs qui... Bon. Donc, les questions de sécurité, c'est quand même important, surtout lorsque l'on sait que l'Europe et les États-Unis travaillent avec la Chine sur ces séquençages de virus et sur l'analyse de virus pour regarder comment ça se transmet à l'homme. Donc, je veux bien croire qu'il y a eu des erreurs pendant l'étude du SARS-CoV-2. Il nous en cite une. Mais avant, c'est peu probable. D'ailleurs, les chercheurs et les virologues du monde entier avaient dit qu'il y a quand même des doutes. Certains avaient dit il faut faire des enquêtes, etc. Et l'OMS a fait des enquêtes, et bien évidemment, les enquêtes. Et lui, il nous dit toutes ces enquêtes n'ont rien donné, n'ont pas montré, en fait, que ça venait de l'homme. Mais peut-être parce que ça ne vient pas de l'homme. Et il y a une phrase que je trouve absolument formidable, que je vais vous lire, parce que il y a une phrase un peu accusatoire dans cet article qui dit, écoutez, moi, je crois pas aux conclusions, en fait, de la recherche, et donc j'aimerais qu'il y ait plus d'enquêtes. To date, the federal government, including the NIH, has not done enough to promote public trust and transparency in the science surrounding SARS-CoV-2. Ça veut dire que lui, il dit, mais en fait, on n'a pas fait assez pour dire que ça ne pouvait pas venir de l'homme, quelque part, parce que not done enough to promote public trust and transparency in the science surrounding SARS-CoV-2. Mais je rappelle que le NIH, parce qu'ils ont été les premiers à mettre tout en open access sur le SARS-CoV-2, tous les publishers du monde entier ont mis toute la recherche. Enfin, il y a quand même presque 400 000 articles à l'heure actuelle sur SARS-CoV-2. Question de transparence, je ne sais pas si le public les a lus, parce que moi je ne les ai pas lus, les 400 000 journées. Donc, il y a eu un open access, et tout a été mis en open access, le NIH le premier, donc là je trouve que c'est quand même accusatoire, si vous voulez, de dire il n'y a pas eu assez de transparence sur la recherche et la science entourant le SARS-CoV-2, alors que toutes les découvertes depuis l'émergence du SARS-CoV-2, donc on est depuis novembre-décembre 2019, on se perd dans les dates, 2019, a tout été mis en open access, c'est-à-dire que tout le monde a accès à tous les articles peer-reviewés, tout le monde a accès au préprint. Je trouve qu'il y a quand même quelque chose, voilà, d'assez accusatoire. Qu'est-ce qu'il nous dit de plus? Il nous dit, écoutez, il y a ce site à la Furine qui est un peu bizarre, ce site à la Furine, là il pose problème. Ce site à la Furine, il pose problème à beaucoup de monde, et y compris à des chercheurs, et donc il a été montré, et je vous en ai parlé dans la vidéo de décembre sur ce que dit la science sur l'origine du SARS-CoV-2, que le SARS-CoV-2 n'est pas le seul à avoir des sites à la Furine, de clivage à la Furine. Ça n'est pas le seul virus qui peut être transmis à l'homme, et ça n'est pas le seul virus d'ailleurs, SARS qui peut être transmis à l'homme, parce que le SARS-CoV-1 était déjà transmis à l'homme, et personne ne parlait à l'époque d'une possibilité que ça pouvait venir d'un laboratoire. Je rappelle qu'il y a quand même un pourcentage d'homologie de plus de 90% entre le SARS-CoV-1 et le SARS-CoV-2, et notamment la protéine spike, c'est 96% de mémoire. Je veux dire, l'homologie est quand même très grande, donc ça se transmettait déjà à l'homme. Il y a ce site de clivage à Furine, et on a vu qu'il y avait beaucoup de virus qui avaient ce site de clivage à Furine. Ce n'est pas une particularité du SARS-CoV-2, mais là on revient dessus en disant, est-ce que ça n'est pas un gain de fonction, une manipulation génétique? Alors, qu'apporte cette opinion? En fait, rien de plus. C'est-à-dire que tous les arguments ont déjà été traités. Le seul point qu'apporte ce papier, c'est de dire peut-être qu'il faut regarder les États-Unis et pas se focaliser sur la Chine, et que peut-être on n'a pas regardé au bon endroit. Je peux être d'accord avec l'idée qu'on n'a pas regardé au bon endroit, mais comme je l'ai dit dans ma vidéo de décembre et comme je l'ai dit en début de vidéo, il y a eu des recherches méthodologiquement strictes sur l'origine du SARS-CoV-2, in silico, moléculaires, etc., qui ont montré que c'était animal. C'est-à-dire que l'hypothèse animale était la plus
fiable. Aujourd'hui, le consensus scientifique vous dit l'hypothèse d'une origine animale du SARS-CoV-2 est la plus fiable. Que l'on remette en doute et en cause la parole de chercheurs, je suis d'accord, et faites-le lorsque moi je vous parle. Que l'on remette en cause des papiers pire publiés, pire reviewés, publiés dans de bonnes revues, qui sont méthodologiquement fiables, dont la méthodologie est stricte, et que tous en viennent à la conclusion que l'hypothèse d'une zoonose est bien plus probable que l'hypothèse d'une origine anthropique, je pense qu'il y a quand même moins de doute à avoir. Un autre point, c'est que j'ai vu que sur Internet, les informateurs disaient on avait raison depuis 2 ans, regardez, on le dit depuis le début, etc. Premièrement, ce papier pose des questions, il n'apporte aucune réponse. Deuxièmement, lorsque je lis par exemple qu'il faut réhabiliter le professeur Montagnier, mais Montagnier ne disait absolument pas ça, puisque l'hypothèse de Montagnier, c'était qu'on l'avait couplé avec le VIH et que c'était des recherches sur le VIH qu'on avait couplé avec le VIH. Ici, il n'est pas du tout question de VIH. Ça n'est pas tout à fait la même chose. C'est-à-dire que ce que disent les désinformateurs depuis le début n'est pas exactement les questions que se pose le docteur Sachs. Certains me disent, lorsque je dis ça en commentaire, parce que je l'ai dit un peu sur YouTube là, lorsque ça s'est sorti, on me dit oui mais c'est jouer sur les mots. Ah, on va jouer sur les mots. Je suis témoin d'un meurtre. Un homme dans le noir a tué quelqu'un, je l'ai vu. Un homme noir a tué quelqu'un, je l'ai vu. Les deux phrases se ressemblent. Dans les deux cas, il y a crime. Sauf que dans un cas, je dis qu'il faisait sombre et que dans le noir, un homme a tué quelqu'un. Dans le second cas, je spécifie que la couleur de peau de l'homme était noire. Eh bien, l'information n'est tout de même pas la même. C'est exactement la différence qu'il y a entre les questions posées par ce papier et les questions posées par un rayon code, par le professeur Perron ou par le professeur Montagnier si vous écoutez bien les questions. C'est pas tout à fait pareil. Par contre, les questions posées ici sont les mêmes que les questions posées par Holdon, en tout cas les bonus de Holdon sur le site de clivage à la furine. Ça, je suis d'accord. Ce sont les mêmes questions. Dernier point, et je finirai là-dessus. J'ai vu que beaucoup commentaient le fait que les journalistes, en tout cas le journaliste Cohen, a dit « Ah, comme le docteur Sachs est de gauche, alors il est fiable. » Et beaucoup ont dit « Comment il n'y a que la gauche de fiable, etc. » Moi, vous le savez, je ne cache pas mes opinions politiques, je suis de droite. Il faut quand même dire quelque chose qui est une réalité, c'est que les personnes qui ont le plus désinformé sur cette pandémie étaient quand même de droite. Voire de la droite un peu plus radicale. Donc, lorsqu'un homme de droite parle de cette pandémie, il faut peut-être un peu plus se méfier, voire beaucoup plus, que si c'est quelqu'un de gauche. Et encore une fois, je suis de droite. Lorsqu'un journaliste rajoute ça, bien sûr, ça n'apporte aucune information, mais c'est un fait véritable, c'est-à-dire qu'on ne peut plus se fier à quelqu'un de gauche qu'à quelqu'un de droite. Voilà, j'espère que vous avez compris un peu de quoi traite ce papier. Encore une fois, il n'apporte rien. Il pose des questions qui ont déjà été posées. Il pose des questions auxquelles les chercheurs américains et chinois ont répondu. Il pose des questions auxquelles les chercheurs du monde entier ont répondu. Il pose des questions auxquelles le NIH a déjà répondu. Donc, ça n'apporte rien en réalité. On dit qu'il faut des enquêtes supplémentaires. On peut enquêter toute notre vie. Moi, je suis pour les enquêtes et je suis pour que la vérité éclate. On peut enquêter toute notre vie, mais je pense qu'il y a un certain nombre de questions déjà auxquelles ça a été répondu. Ce commentaire, cette opinion ne me fait point du tout changer d'avis sur l'origine du SARS-CoV-2, parce que j'ai déjà fait une vidéo sur ce que disait la recherche. Voilà, je vous remercie de m'avoir suivi. Je ne vais pas monter cette vidéo, je vais vous la mettre directement parce que je crois que de temps en temps l'information doit sortir rapidement par rapport à la diffusion de certains articles. Je vous retrouve pour parler du SARS-CoV-2 sur VR et InfoCovid. Si nous sommes un peu en retard sur la prochaine vidéo, c'est de ma faute parce que c'est à moi à rédiger la prochaine vidéo et que j'ai pas le temps et que quand j'en ai, je dois avouer que je procrastine un peu en ce moment. Je suis assez épuisé par mes manips, je l'ai fini vers 19 h en ce moment. Donc c'est vrai que j'aurai un peu de temps le soir, 1 heure ou 2, mais je préfère en faire autre chose, voilà, je vous l'avoue. Donc je suis un peu en retard sur cette vidéo, donc ça ne sert à rien d'en vouloir au collectif. C'est de ma faute, mais à culpa, je vous le dis. Le collectif est très bien, il travaille beaucoup, notamment Michael et Alexander là-dessus.
Je vous remercie, je vous dis à très bientôt. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne. Si la vidéo vous a plu, n'oubliez pas de la partager, de la commenter. Et si vous voulez m'aider sur Utip, ça fait toujours du bien, c'est nécessaire aussi. Merci et au revoir.